Salut, la visite du vice-président de la Banque mondiale de l'Afrique de l'Ouest a rendu visite à Niamey, au Niger, et on se pose la question, n'est-ce que les pays de l'AES ont décidé qu'ils ne voulaient pas entendre les instructions du Bretton Woods? D'où vient-il que Ousmane Diagana se retrouve à discuter avec les autorités administratives, l'élite militaire au pouvoir à Niamey, jusqu'à ce que la presse relève? Dans cette analyse, on apporte ce qu'on appelle le soft power, l'importance de soutenir la résilience locale. Ces pays à qui on avait prédit pas jusqu'à 2 semaines de soutenabilité, autonomie, eh bien, ils ont réussi déjà à plus de 2 ans et ça fait revenir les sceptiques, ça fait revenir ceux qui l'ont critiqué de façon hasardeuse. Si c'est ta première ici, je t'invite à liker, c'est très important. Partage autour de toi, c'est gratuit. C'est ta façon à toi de relayer l'information autour de l'actualité africaine et surtout comment, à partir de l'Afrique, on peut influencer le monde. Alors, la visite d'Ousmane Diagana, vice-président régional de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale au Niger du 1er au 3 octobre 2025 s'inscrit dans un contexte régional tendu au Sahel. Cette tournée inclut le Bénin et le Burkina Faso, qui visait à renforcer les partenariats dans une région marquée par des bouleversements politiques. À Niamey, Diagana a rencontré le président Abdourahmane Tiani, chef de l'élite militaire au pouvoir depuis le coup d'État de juin 2023, ainsi que des ministres clés, donc le ministre de l'économie et des finances. Ces discussions ont porté sur la revue des projets en cours et l'exploration des nouvelles opportunités de coopération d'un portefeuille d'environ 4,5 milliards de dollars axés sur le développement rural, la santé, l'éducation et la résilience climatique. Cette visite illustre une volonté pragmatique de maintenir les liens malgré les tensions post-coupe dans un Sahel où les gouvernements militaires cherchent à réduire l'influence occidentale. Le Sahel et particulièrement le Niger traverse une période de transformation géopolitique depuis 2023. Les élites du Niger, du Burkina Faso et du Mali, réunies au sein de l'Alliance pour des États du Sahel, AES, adopte une rhétorique anti-occidentale dénonçant l'exploitation néocoloniale, notamment dans l'extraction de l'uranium, les échecs des interventions antiterroristes. Ces pays ont expulsé les forces françaises, fermé des bases américaines et se sont tournés vers la Russie via le Corps africain ex-Wagner et la Turquie pour des partenariats sécuritaires et technologiques. Cependant, le Niger maintient des relations pragmatiques avec les institutions financières multilatérales comme la Banque mondiale et le FMI, essentiel pour stabiliser une économie fragile marquée par 40% de pauvreté extrême et de crises multiples, sécuritaires, humaines et climatiques. Alors, quelles sont les motivations de la Banque mondiale? Eh bien, la visite de Diagana reflète plusieurs objectifs stratégiques pour la Banque mondiale dans un contexte régional instable. D'abord, la préservation des investissements avec un portefeuille d'environ 4,5 milliards de dollars, donc 600 millions de soutien budgétaire précourt. La Banque mondiale cherche à éviter l'effondrement des projets existants. Après une suspension temporaire des décaissements post-cours, elle a repris certaines opérations, notamment via la Société financière internationale IFC, avec 50 à 75 millions de dollars annuels pour le secteur privé. Cette stratégie de premier acteur a fait ses preuves dans des crises passées au Sahel. Niger en 2010, Mali en 2012, où la Banque mondiale a maintenu son engagement pour mobiliser d'autres donateurs. Deux réponses aux impératifs humanitaires. Le Niger fait face à une triple crise sécuritaire humanitaire et climatique. Les projets de Banque mondiale axés sur l'emploi des jeunes, l'autonomisation des femmes, la nutrition, l'énergie et la sécurité hydrique répondent à des besoins critiques. Par exemple, un accord signé en mars 2025 avec l'AIEA pour la sécurité hydraulique illustre cet engagement. Cette initiative s'aligne sur la stratégie régionale 2022-2025 de la Banque centrée sur l'emploi, le capital humain et la résilience, tout en contrant la narrative anti-occidentale des élites en apportant des bénéfices tangibles. Le soft power stratégique.
En visitant les pays de l'AES, la Banque mondiale signale sa disponibilité à collaborer même avec des régimes non démocratiques pour contrer l'influence croissante de la Russie et de la Chine, en évitant des conditionnalités politiques explicites. Par exemple, aucune demande publique de restauration démocratique. Elle maintient une posture apolitique, facilitant son rôle de partenaire fiable. Quelles sont donc les perspectives du Niger? Pour la junte nigérienne, la visite de Diangana représente une opportunité stratégique malgré la rhétorique anti-occidentale. Elle permet l'équilibre pragmatique. Bien que les élites rejettent l'influence militaire occidentale, expulsion des troupes françaises, fermeture des bases américaines, elle conserve des liens avec des institutions financières multilatérales pour stabiliser son économie. Le programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie, le PRSP, adopté en 2025, intègre des projets financés par la Banque mondiale, permettant à Tiani de négocier des termes plus favorables, comme des décaissements accélérés, tout en projetant une image de stabilité économique. La réouverture des frontières avec le Bénin et l'exploitation pétrolière renforcent cette posture. La diversification des partenariats. Le Niger diversifie ses alliances s'appuyant sur la Russie et la Turquie pour la sécurité tout en maintenant des liens financiers avec l'Occident. La visite de Diagana permet à la junte de démontrer un contrôle souverain sur ses relations internationales, tout en évitant une dépendance excessive qui pourrait nuire à sa crédibilité domestique. Les partenariats médiatiques avec le Burkina Faso et le Mali renforcent cette autonomie régionale au sein de l'AES. Les risques internes, une coopération trop étroite avec la Banque mondiale pourrait alimenter des critiques internes. Les opposants pouvant y voir une compromission de la souveraineté, cependant, rompre totalement avec les institutions multilatérales risquerait l'isolement économique, comme l'ont montré des sanctions post-cours, gel des aides européennes, fermeture des succursales de la BCAO. L'implication géopolitique régionale et globale. L'effet régional, la visite de Diagana dans les pays de l'AES met à l'épreuve de la cohésion de l'Alliance. Le Burkina Faso, par exemple, a signé un protocole similaire sur l'eau lors de cette tournée. Si ces engagements portent leurs fruits, ils pourraient fragmenter l'AES en offrant des alternatives économiques au régime, ralentissant leur pivot vers des modèles autarciques soutenus par la Russie. Enjeu global. Le Niger, riche en uranium, est crucial pour la transition énergétique mondiale, notamment pour l'approvisionnement en combustible nucléaire de l'Union européenne. La Banque mondiale joue un rôle clé en maintenant la stabilité économique, préservant 80% des acquis dans les crises post-coup grâce à des partenariats avec des acteurs humanitaires et l'ONU dans les zones non contrôlées par les gouvernements. Scénario du futur. À court terme, des accords incrémentiels 100 à 200 millions de dollars pour des projets d'eau et d'énergie sont probables. À long terme, un modèle hybride pourrait émerger, combinant financements occidentaux avec moins de conditionnalité, atteignant donc la volonté volatile au Sahel sans résoudre les greffes structurelles comme les inégalités dans l'exploitation des ressources. Pour conclure, la visite d'Ousmane Diagana au Niger incarne un exercice de real politics. La Banque mondiale, en quête de préservation de ses investissements et d'influence, adopte une approche pragmatique, tandis que la junte nigérienne utilise cette coopération pour consolider son économie tout en affirmant sa souveraineté. Ce jeu d'équilibre reflète la nécessité mutuelle dans un Sahel en mutation où les régimes militaires brandissent la souveraineté comme une arme tout en restant dépendants des financements multilatéraux. Si la réduction de l'influence occidentale se durcit, une relocation des aides pourrait donc s'intensifier. Pour l'instant, la coopération persiste comme un compromis stratégique soutenant un progrès fragile dans une région volatile. Alors, vous avez entendu que cette souveraineté sécuritaire a un contrepartie économique et pour le moment, l'AES n'a pas encore battu sa monnaie et donc elle est pratiquement obligée de rester accrochée à l'aide de la Banque mondiale, du Fonds mondial international et d'autres structures financières pour pouvoir redynamiser son économie. Est-ce que vous pensez que la souveraineté finalement
est un slogan pour se maintenir au pouvoir ou réellement elle est réalisable? Et pensez-vous que ces institutions de Bretton Woods vont réussir dans leur malin? Parce qu'il est clair, la présence de Diagana, c'est une approche stratégique pour voilà, rester contraire les pays de l'AES à cette autocratie-là qui est propulsée par la Russie. Est-ce que les conseillers de l'AES sont au courant de cette stratégie à dissuader dans le pragmatisme, dans le real politics? Est-ce qu'ils sont conscients que s'il n'y a pas une souveraineté économique, eh bien la souveraineté séculaire reste un slogan sans contenu? Dis-moi en commentaire et retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire.